Le président de la Fédération espagnole, ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique nuit au football mondial. Scandale arbitrage oublié. Le président de la commission des arbitres parle de la serviette. Le monde a tout vu. Favoritisme, scandale, pression pour éloigner la finale 2030 du Maroc. Marruecos realmente está sufriendo una transformación. Es verdad que en el tema de la final y algunos partidos de la Copa de África, pues hemos visto escenas que yo creo que no solo perjudican a la Copa de África en sí, perjudican a la imagen del fútbol mundial, ¿no? Y España pues tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años y por lo tanto España va a ser también la que lidere ese Mundial de 2030. Y aparte España, aquí se celebrará precisamente la final de esa Copa del Mundo, que será la Copa del Mundo del Centro. Alors, le coup d'envoi pour la Coupe du Monde 2030 est donné. Oui. Et sans surprise, ça ne vient pas d'un terrain de foot, mais d'une salle de presse. Comme toujours dans ces cas-là. Cette co-organisation Espagne-Portugal-Maroc qu'on nous a vendue comme un symbole d'amitié, elle montre déjà ses premières fissures. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a suffi d'une seule déclaration du président de la Fédération espagnole, Rafael Lozano, et voilà, Madrid se positionne pour la finale. Exactement. Alors, simple démonstration de force, un classique pour marquer son territoire ou... Est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Ah mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus profond. La candidature de Madrid pour la finale en soi, c'est une évidence. C'est presque une formalité de leur point de vue. D'accord. Ce qui est fascinant, et ce qui transforme tout ça en véritable incident diplomatique, c'est l'argumentaire. C'est la méthode. C'est-à-dire ? Lozano n'a pas dit « nous avons les plus beaux stades » ou « notre expérience est la meilleure ». Non, non. Il a choisi de construire sa légitimité en démolissant celle de son partenaire. Ah oui, c'est une attaque frontale, hein. Une attaque frontale sur la crédibilité du Maroc, en se servant de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Sa phrase est un missile, il faut bien le dire. Les événements observés là-bas portent atteinte à l'image du football mondial. C'est une déclaration de guerre feutrée. Une déclaration de guerre qui, en plus, commence par un compliment. C'est ça qui est assez pervers. Tout à fait. Il a bien pris soin de saluer la qualité des infrastructures marocaines, les pelouses, même sous la pluie, elles étaient impeccables. C'est une façon de dire « Regardez, je suis objectif, je ne suis pas de mauvaise foi, mais... » Mais la réalité est là, et elle est désastreuse. Exactement. Il établit sa crédibilité avant de porter le coup. C'est très étudié. Il dit en substance « Sur le plan matériel, tout est parfait. Mais l'immatériel, l'essentiel, c'est-à-dire l'éthique, l'arbitrage, l'organisation, c'est un naufrage. » D'accord. Et c'est là que l'attaque est la plus forte. Parce qu'elle ne vise pas la technique, elle vise la gouvernance, la compétence même du Maroc à gérer un tel événement. Mais attendez, attendons un peu. Chaque grande compétition, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, charrie son lot de scandales, de polémiques d'arbitrage. On se souvient tous de décisions qui ont fait couler des fleuves d'encre. Bien sûr. Est-ce que la fédération espagnole ne fait pas que souffler sur les braises des frustrations habituelles des perdants pour servir son propre agenda ? Après tout, c'est de bonne guerre, non ? On pourrait le penser. Mais c'est là que ça devient plus profond qu'une simple polémique habituelle. Lozano, il insiste sur des faits vus, des faits observés par tout le monde. Ah oui ? Des chaînes espagnoles à ESPN aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'interprétation, mais vraiment d'une accumulation. Il y a eu des accusations récurrentes de partialité dans l'arbitrage. Et puis, surtout, il y a eu un point de rupture. La sortie du terrain de l'équipe du Sénégal ? Voilà, en plein match, pour protester contre une injustice arbitrale manifeste. Un acte d'une gravité exceptionnelle dans le football moderne. Quitter le terrain, c'est le geste ultime, en effet. C'est un peu signifier que le jeu n'a plus de sens, que les règles ne sont plus respectées. C'est exactement ça. Mais est-ce que cette colère, elle était partagée ? Ou c'était juste le geste de désespoir d'une seule équipe ? C'est tout le sujet. Le président de la Fédération sénégalaise a lui-même brisé le silence. Il a dénoncé publiquement les dysfonctionnements. La critique n'est donc pas seulement venue d'Espagne, de l'extérieur. Elle est aussi interne au football africain. D'accord, c'est un point important. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le terrain. De nombreuses sources rapportent des incidents logistiques, disons, très troublants. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, le cas des supporters algériens. Ils se sont retrouvés face à un système de vente de billets en ligne qui semblait se bloquer. Ah oui, les bugs techniques, c'est fréquent. Sauf que là, ça se bloquait systématiquement et uniquement pour les matchs de leur équipe. Là, je vous arrête. C'est une accusation grave. Mais ça repose sur quoi concrètement ? On sait que les systèmes de billetterie pour ces grands événements sont souvent défaillants, qu'ils saturent. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de crier au complot pour ce qui pourrait être tout simplement une grosse incompétence technique ?
L'incompétence est toujours une possibilité, bien sûr. Mais quand cette incompétence semble si ciblée et qu'elle s'inscrit dans un contexte géopolitique très tendu entre les deux pays, le doute devient une hypothèse de travail sérieuse. Et surtout, quand on additionne tous ces éléments, on voit se dessiner un tableau de chaos général. Et c'est au milieu de ce chaos que surgit l'épisode le plus absurde de tous. Ah, vous voulez parler de... la fameuse affaire de la serviette. Exactement. J'avoue, quand j'ai lu ça, j'ai cru à une blague. Une mêlée générale en plein match. Pour une serviette de gardien. On est au sommet du football continental. Comment est-ce possible ? C'est justement cette absurdité qui en fait un symptôme parfait. Il faut imaginer la scène. Le jeu se déroule à l'autre bout du terrain. Oui. Et dans la surface de réparation, vous avez une dizaine de personnes, des joueurs, des membres du staff des deux équipes, qui se bousculent, qui se tirent pour la serviette du gardien Edouard Mendy. C'est surréaliste. C'est l'image même de la perte de contrôle, de l'effondrement de toute autorité. L'accessoire prend le dessus sur le principal. Le cirque remplace le sport. Et cette perte de contrôle, elle semble contagieuse. Elle part des arbitres, elle touche les joueurs. Et logiquement, on s'attend à ce qu'elle atteigne les instances dirigeantes, la CAF. On pourrait l'espérer. Quelle a été leur réaction ? Une enquête sur les arbitres controversés, comme ce Jean-Jacques Nalla ou Pierre Hatchot dont tout le monde parlait. Des sanctions. Alors, la réponse de l'institution, c'est un chef-d'œuvre. Je sens l'ironie. Le président de la commission d'arbitrage de la CAF a pris la parole. Il a analysé la situation. Et sa grande solution pour restaurer l'image du football africain a été... de proposer une nouvelle loi. Une loi sur l'éthique. Sur les sanctions en cas de violence. Une loi pour... interdire aux gardiens de but de poser leur serviette derrière la ligne de but. Pardon ? Vous avez bien entendu. C'est à peine croyable. On a une crise de crédibilité majeure, des accusations de partialité qui empoisonnent tout, et la seule réponse est de légiférer sur du linge de bain. C'est une diversion. C'est une tentative de diversion, si grossière que ça en devient presque une forme d'art. C'est une manœuvre de communication de crise classique. Quand on est accusé sur le fond, on déplace le débat sur la forme la plus ridicule possible. On ignore le vrai problème, la suspicion de corruption, la violence. Pour se concentrer sur un symptôme anodin. Exactement. Et en faisant ça, non seulement on évite les vraies questions, mais on disqualifie la critique en la noyant dans l'absurde. C'est une stratégie du chaos. Et cette stratégie, évidemment, elle nourrit la thèse la plus grave, celle qui circule en coulisses. Et qui est maintenant sur la place publique. L'idée que la CAF ne serait plus une simple instance incompétente, mais une institution prise en otage, kidnappée par un lobby. Un lobby puissant qui instrumentalise le football à des fins purement politiques. C'est ça l'accusation. Et là, tout change. Absolument tout. Chaque erreur d'arbitre n'est plus une erreur. C'est une consigne. Chaque bug informatique n'est plus un bug. C'est une manœuvre. Le football devient la continuation de la guerre par d'autres moyens, comme on dit. C'est l'idée. Que la CAF serait sous l'influence d'un groupe d'intérêts qui dicte sa loi, protège ses alliés et sanctionne ses rivaux sur le terrain. D'accord, mais cette idée de lobby, de prise en otage, c'est puissant, mais c'est aussi très commode. C'est vrai. C'est une façon un peu facile d'expliquer l'échec. N'est-ce pas un peu le deep state du football africain ? Une théorie du complot qui explique tout sans jamais rien prouver ? Où sont les preuves tangibles ? C'est l'objection essentielle, et le risque de sombrer dans la paranoïa est réel. Il n'y aura jamais de mémo disant « Nous avons pris le contrôle de la CAF ». Bien sûr. Les preuves sont circonstancielles, mais leur accumulation devient troublante. Les critiques parlent de symptômes. Le premier, c'est l'impunité quasi totale de certains arbitres, malgré des erreurs flagrantes. D'accord. Le deuxième, c'est le silence assourdissant de l'institution face au scandale. Et le troisième, le plus parlant, c'est cette diversion absurde de l'affaire de la serviette. Donc si je vous suis bien, l'argument n'est pas qu'il y a un plan secret, mais que lorsque l'incompétence et le chaos semblent si bien organisés, si bien protégés par l'institution elle-même... On est en droit de se demander à qui profite le crime. Voilà. Précisément. Quand une organisation semble protéger le désordre plutôt que l'intégrité, la thèse d'une capture par des intérêts particuliers devient, disons, crédible. Le football en Afrique, c'est un enjeu de soft power colossal. C'est un levier diplomatique ? Immense. Certains analystes avancent même une hypothèse ironique. Le Maroc, en tant qu'hôte, aurait été si concentré sur ce jeu d'influence en coulisses, sur la gestion de ce fameux lobby, qu'il en aurait oublié l'essentiel. Le jeu lui-même ? Le football. Et que cette obsession pour le contrôle hors terrain aurait contribué à son élimination sur le terrain. Ce serait le paradoxe ultime.
Être pris à son propre jeu d'influence, au point d'en oublier le résultat du match, c'est une fable fascinante sur le pouvoir, au fond. Et c'est pour ça que cette affaire dépasse de très très loin le football. C'est une étude de cas sur la fragilité des institutions internationales. Ce qui se passe à la CAF est un miroir. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse et qui va bien au-delà de savoir si la finale de 2030 se jouera à Madrid ou à Casablanca. En effet. Lorsque des institutions internationales, qu'elles soient sportives, politiques, peu importe, sont perçues comme capturées par des intérêts particuliers, quel poids peut-on encore accorder à la notion de coopération, de projet commun ? C'est toute la question. Et quelle est la vraie valeur d'une Coupe du Monde partagée si dans l'ombre, ce n'est pas un match qui se joue, mais une impitoyable guerre d'influence ?